90.3. Quelle analyse faire du dialogue politique? La plainte de Juan Branco, avocat de Ousmane Sonko à la Cour pénale internationale contre les autorités pour crimes contre l'humanité. Quelle lecture faire du sommet de Paris pour un pacte financier pour une clause climat, mais pas de taxe internationale? Ces décisions sont-elles applicables ou pas? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit Dr Ibrahima Hadj, économiste, chercheur émérite à l'IPAR, spécialiste en développement de chaînes de valeur et expert en politique agricole. Et El Hadj Mansour Samb, économiste et écrivain. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 25 juin 2023 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur e-Radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 25 juin 2023, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Dr Ibrahima Hadj. Ibrahima Hadj, économiste, chercheur à départ, émérite. Ibrahima Hadj a travaillé beaucoup sur les chaînes de valeur économiques au Sénégal et partout à travers l'Afrique et à travers le monde. Nous sommes aussi avec El Hadj Mansour Samb, qui est économiste et écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle Les limites du plan Sénégal émergent. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, hier, il y a eu les résultats du dialogue politique, du dialogue national, comme on dit politique. La plupart des choses qui sont sorties sont plus politiques qu'autre chose. Sur les ressources naturelles, des recommandations ont été faites. Il y a d'autres rapports qui ont parlé d'autres secteurs de la vie, mais on a semblé plus se concentrer sur la politique qu'autre chose. La politique est cruciale parce que nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle. Le président Macky Sall a dit il va donner sa position par rapport à sa candidature au 3e mandat, comme beaucoup le disent. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il va le dire, après la Tabaski peut-être. Ibrahima Hadj, ce dialogue politique, dialogue national, dont on parle, et les résultats qui sont sortis concernant le parrainage, concernant la commission de contrôle des parrainages, concernant la caution, concernant aussi beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés, la question de la candidature du président de la République, la modification de l'article L29 du Code électoral, la modification de l'article L28.3 du Code électoral. Quelle analyse peut-on faire de ce dialogue? Merci Alassane. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier e-Radio et toutes les autorités de la radio et de la télévision. Remercier aussi vos auditeurs. Merci. Le dialogue politique s'inscrit dans le cadre d'un processus historique où nous voyons qu'au sortir de certaines crises, le président de la République appelle à un dialogue et souvent ce dialogue permet de passer un cap. Si nous faisons un peu d'historique, en 88, tout le monde se rappelle les violences à l'issue des élections de 1988, et c'est au sortir de cette crise que beaucoup d'améliorations ont été apportées au processus électoral. Je suis bien placé pour en parler parce qu'en 1983, j'étais dans un bureau de vote. On pouvait voter sans carte d'identité, sans passage obligatoire à l'isoloir, il n'y avait pas d'encre indélébile, etc. Donc, et le processus aussi de collecte de l'information n'était pas sécurisé. Au fur et à mesure, il y a eu des améliorations. Et dans le cadre de ce dialogue aussi, on a vu qu'il y a eu quelques acquis qui avaient polarisé l'attention à un moment donné, notamment c'est la question du parrainage, etc. Vous avez cité un certain nombre. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que ce dialogue ne règle pas tout. J'allais dire the elephant in the room. On a parlé de tous ces acquis hier, mais une question cruciale, c'est qu'on a réglé la question du parrainage, on a réglé la question des 2 cas, mais il y a un troisième qui est là, c'est le cas de Ousmane Sonko, qui n'a pas encore été résolu. Et on sait que tant que cette question n'est pas résolue, compte tenu de tous ceux qui sont derrière, on n'est pas encore sorti de l'ornière. Le troisième élément que le dialogue n'a pas réglé, c'est la question de la jeunesse. Aujourd'hui, nous savons tous que ce problème est fondamental. Il y a des choses qui ont amené à toute cette crise que nous vivons, mais la question fondamentale, c'est la question de l'emploi des jeunes. Or, cette question est une question structurelle. Les structures économiques ne permettent pas de prendre en charge la structure démographique. On a une population extrêmement jeune, des cohortes importantes de jeunes qui arrivent sur le marché chaque année, et l'économie n'est pas en mesure de les prendre en charge. Cette question-là, elle doit être reconnue
et elle ne peut être réglée que dans le long terme. Or, pour le régler dans le long terme, il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait la confiance, il faut que les acteurs s'accordent sur les solutions et se donnent le temps de le régler. Parce que c'est une question qu'on ne peut pas régler en 2-3 jours. C'est une question qui peut se régler en... Or, aujourd'hui, il y a une rupture de confiance générale. Les jeunes ont des problèmes par rapport à la situation. Les jeunes pensent que la façon dont ils sont gouvernés n'est pas une bonne façon. Il y a des questions de transparence, il y a des questions d'impunité. Donc toutes ces questions font qu'il y a une rupture de confiance par rapport à ça. Et malgré les efforts qui sont faits, par exemple au sortir de 2021, il y a eu des mesures fortes qui ont été prises, notamment des projets sur Xëy Ndaw ñi. Mais c'est des projets qui, par rapport à l'ampleur du problème, ne peuvent pas le régler dans le court terme. Si par exemple vous avez des milliers, des centaines de milliers de jeunes qui ont besoin d'avoir un emploi, alors que les solutions que vous préconisez dans le court terme ne règlent que quelques milliers d'emplois, vous voyez que le problème... Et surtout que pour faire attendre les gens, il faut qu'ils aient de l'espoir. Oui. Or, les jeunes aujourd'hui, la plupart, regardez autour de vous, ils n'ont pas d'espoir pour des lendemains meilleurs. Donc il faut redonner confiance, il faut redonner l'espoir, et ça c'est un consensus fort de tous les acteurs qui permet d'avoir ça. Oui, moi, il semble beaucoup disaient justement que ce dialogue devait plutôt porter sur l'avenir de la jeunesse, que c'est elle qui est le nœud gordien de toutes les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Les politiciens entre eux se regroupent, parlent, règlent le problème d'éligibilité, en oubliant que fondamentalement la question qu'il fallait régler, mettre en place de façon structurelle, comme l'a dit Ibrahim Athie, c'est la question de la jeunesse. Merci Alassane de l'invitation. Je veux aussi saluer les auditeurs qui nous écoutent sur e-radio et saluer aussi mon co-débatteur. Alassane, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la jeunesse. Tout ce qui se passe dans ce pays depuis avril 2021, je me dis que c'est parce que depuis des années, on n'a pas réglé le problème de la jeunesse. Si un homme politique comme Ousmane Sonko a énormément de droits dans ce pays, c'est parce qu'il est suivi par la jeunesse. La jeunesse pense que peut-être c'est un espoir pour eux et la jeunesse est prête à se battre pour défendre cet homme parce qu'ils croient que c'est un espoir pour eux. Aujourd'hui, on a mis en place le dialogue national, une initiative du président de la République. C'est vrai que l'aspect politique va prendre vraiment le pas sur ce dialogue national, mais dialoguer sur quoi? Aujourd'hui, il faut dialoguer sur une chose, c'est-à-dire sur l'emploi au Sénégal, sur l'avenir de la jeunesse. Quand le président Macky, en mars 2021, si on s'en souvient, le président Macky Sall, juste après les émeutes, il avait tenu un discours à la nation. Il avait dit « Je vous ai compris ». Il parlait de la jeunesse. Et quelques temps après, il a organisé le forum de Diamniadio sur l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, quel est le bilan de ce forum? Il faut se poser des questions. Quel est le bilan de ce forum? Moi, quand je vois, exemple, tous ces Jakarta qui circulent à Dakar, et que je vois que durant le forum, le président Macky Sall était là à parler de l'emploi, à parler des Jakarta et tout, je me dis que ça pose un problème. Aujourd'hui, il y a combien d'écoles au Sénégal? Des vingtaine, trentaine d'écoles privées. Quand les jeunes sortent de ces écoles, où est-ce qu'ils vont travailler? Ces jeunes ne vont pas prendre des Jakarta. Les Jakarta qui les prennent, ce sont les gens qui viennent de l'intérieur du pays ou bien les gens qui étaient vraiment dans le petit commerce. Aujourd'hui, le problème crucial qu'il faut régler, c'est l'emploi des jeunes, c'est l'emploi formel. Il faut aller dans le structurel et pas aller dans le conjoncturel. Il faut aller dans le long terme. Et pour ça, il faut vraiment, pas dialoguer, il faut vraiment voir vraiment où se trouve le problème. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est comme un malade. Quelqu'un, quand il a des boutons sur le corps, on met du coton, on met de l'alcool, les boutons disparaissent. Mais les boutons vont revenir. Aujourd'hui, et pour tuer ces boutons à jamais, il faut une injection. L'injection, quand ça rentre, c'est douloureux. Mais il faut que ça rentre et ça va tuer ça. Je pense au Sénégal, jusqu'à présent, on n'a pas encore mis l'injection. On est sur des politiques, vraiment, tous les politiques que les gens mettent en place, ils ont dans leur tête, vraiment, ils sont dans la logique du mandat. Les gens, ils pensent tout le temps au prochain mandat. Comment mettre en place des choses pour montrer aux Sénégalais que je travaille. Et c'est ça qui pose problème. On sera toujours sur du court terme. On va revenir toujours sur des problèmes. Aujourd'hui, 10 ans après l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall,
on a tout le temps des émeutes avec des jeunes qui sont là, et ça, c'est une frustration extraordinaire. Maintenant, si on attend jusqu'à 6 mois de l'élection présidentielle pour dire qu'on va faire un dialogue national, au moins une commission économique pour réfléchir sur des solutions économiques, ça me pose vraiment un gros problème. Vraiment, ça me pose un gros problème. Je me suis dit, pendant 10 ans, qu'est-ce que ces gens ont fait? Pendant 10 ans, qu'est-ce que le PS a vraiment produit pour la jeunesse sénégalaise? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, un taux de chômage dernièrement qui est à 24%, avec des jeunes qui sont là dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait vraiment du PSE? Où est le volet emploi jeunesse du PSE? Mais Ibrahim a posé la question de consensus national sur la question de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. Qu'on s'entende tous les Sénégalais sur tel problème, c'est un problème réel. Comment le faire? Comment régler? Quelles sont les solutions qui vont l'apporter? Que ce soit opposition au pouvoir, qu'on s'entende que quel que soit le régime qui sera en place, que la question de la jeunesse est à régler de façon structurelle et dans le long terme. Est-ce que ça qui manque dans ce pays? Alassane, c'est ce qui manque dans ce pays. Alassane, il faut savoir que l'agriculture est vraiment pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, au niveau agricole, qu'est-ce qu'on a offert à la jeunesse sénégalaise? Tous ces jeunes que vous voyez ici, ce sont des jeunes qui quittent le monde rural et qui viennent à Dakar, que ce soit à Guédiawaye, à Parcelles ou partout. Ce sont des victimes de l'exode rural. Quand ils viennent à Dakar, ils n'ont rien à faire. Quand il y a des embouteillages, tu vois des centaines de jeunes qui sont là à vendre quoi? De petites choses qui ne rapportent rien du tout. Ces jeunes-là, aujourd'hui au Sénégal, il faut voir dans ce pays, presque il n'y a que 600 000 Sénégalais qui se lèvent le matin, qui ont un emploi. Il y a 100 000 fonctionnaires, 500 000 dans le privé, 6 millions d'actifs. Où sont les autres? Qu'est-ce qu'ils font? C'est le danger, ça se trouve, c'est chez eux là. Et quand il y a des émeutes, ce sont ces gens-là qui sortent la plupart du temps. On a un réel problème d'emploi dans ce pays. 600 Sénégalais qui se lèvent sur 6 millions d'actifs, ça pose un énorme problème. Le Sénégal a beaucoup de potentiel. Mais vous l'avez dit, est-ce que pour régler ce problème de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, il faut une réforme en profondeur, de façon, dans la prospective, aller plus loin que ce qu'on fait des solutions cosmétiques? À chaque fois que le régime vient, il cherche son programme d'emploi, il s'en va pour bluffer un peu les jeunes, entre guillemets, pour parler de façon triviale. Mais la question de l'emploi des jeunes, pourquoi on n'arrive pas à la régler? Alassane, ce n'est pas une question facile. C'est une question extrêmement difficile. Et même le pouvoir qui viendra en 2024, n'importe quel pouvoir, ne pourra pas régler le problème du coup. Il est parce que l'emploi découle de l'économie. L'État ne peut pas donner de l'emploi. Et l'économie sénégalaise n'est pas créatrice d'emploi. Exactement. Pourquoi Il faut qu'on transforme cette économie. Comment? Il a donné tout à l'heure l'exemple de l'agriculture. C'est un exemple typique où aujourd'hui, rien que sur l'alimentation, si on travaille sur la transformation de nos produits alimentaires à chaque niveau, vous créez de l'emploi. Et c'est comme ça, c'est en transformant l'économie qu'on crée de l'emploi. Et ça demande du temps. Et ça demande du temps, donc il faut un consensus sur ça. Et pour que les gens puissent attendre. Les Sénégalais ne rechigneraient pas à attendre. S'ils sont sûrs que leurs ressources sont bien gérées, que dans le temps les choses vont s'améliorer, que, disons, le budget est investi là où il doit être investi, que ceux qui sont, disons, coupables de comportements délictueux sont sanctionnés, quel que soit leur bord. Si tout cela est fait, les gens savent attendre parce que aujourd'hui, beaucoup se battent, vivent et survivent. Et un élément fondamental, c'est que notre économie a une forte dose d'informalité. Donc, c'est là où il faut mettre aussi l'accent. Tout ce secteur informel-là qui crée de la richesse, qui emploie énormément de jeunes, qui emploie énormément de personnes. Comment accompagner ce secteur informel, non pas pour le formaliser, mais pour accroître les revenus de ce secteur informel, pour accroître sa productivité et créer beaucoup plus d'emplois et des emplois beaucoup plus décents. C'est cela la direction. Et ça, on ne peut le faire que si tout le monde s'oriente dans ce sens et on a une vision claire dans ce sens, une politique claire et une application rigoureuse avec un consensus fort. Mais qu'est-ce qui explique que ce dialogue ne se fait pas sur ces questions fondamentales?
Pourquoi on privilégie toujours les solutions politiciennes, les accords entre les politiciens, ceux qui étaient condamnés hier retrouvent l'éligibilité entre guillemets, les deux cas, Karim Wade, Khalifa Sall. Pourquoi on s'appesantit sur ces cas en laissant la bombe toujours sur place, celle qui va faire sauter tous les gouvernements? Pendant 10 ans, on a laissé un peu l'aspect économique pour aller sur l'aspect politique. Les gens constatent qu'il y a eu un procès de Karim Wade, un procès de Khalifa Sall. Aujourd'hui, il y a un procès de Ousmane Sonko. Et beaucoup de gens disent que le seul problème, c'est que le président veut protéger ses 2 mandats. Comment faire pour avoir 2 mandats? Le développement, ça découle de choix. Quand le président de la République vient et dit « Moi, je veux l'émergence », maintenant, il dit « émergence et infrastructure ». Combien de milliards ont été dépassés dans ces infrastructures? Nous, on a beaucoup écrit pour dire attention, les infrastructures apportent la pauvreté. De temps en temps, si on ne fait pas attention. Je donne l'exemple de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est restée pendant 10 ans sur des taux de croissance de 10%. 10 ans, 10%. Aujourd'hui, c'est un pays très pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en Guinée équatoriale, il y a tout là-bas. Il y a des autoroutes, il y a tout. Mais ce qui a posé problème, c'est que toutes ces infrastructures ont été conçues par des entreprises étrangères qui ont tout rapatrié. Aujourd'hui, on a laissé un pays sec avec des infrastructures. Nous, on avait dit attention à l'infrastructure. Le choix, il est clair. Soit tu dis émergence et infrastructure, soit tu dis émergence et champions nationaux. Il y a des pays en Asie, on a opté pour émergence et champions nationaux. Un pays comme le Maroc, il a tellement de champions nationaux qui font l'émergence. On l'a dit, le Sénégal n'émergera que quand on aura 15 entreprises comme la Sonatel, leader dans le secteur d'activité et faisant travailler des centaines de PME. C'est ça l'émergence. L'émergence n'a rien à voir avec des infrastructures qu'on construit partout. C'est une affaire de champions nationaux, c'est une affaire de PME. Ils sont les seuls à régler le problème de l'emploi. L'infrastructure, c'est quoi? Ça amène la dette. La dette, c'est quoi? Ça amène le service de la dette. Des milliards vont sortir de ce pays. C'est quoi? Ce sont les transferts de revenus. Quand tu vas au Sénégal, les budgets, tu vois ce qu'on appelle les transferts de revenus. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines d'entreprises étrangères, il y a des milliers d'employés étrangers. Et c'est ce qu'on appelle les transferts de revenus qui sortent de ce pays. Deuxièmement, au-delà de ces transferts de revenus, il y a le service de la dette. Ça sort de ce pays. Troisièmement, tu es dans un déficit commercial énorme parce que tu n'as aucune entreprise. Tout ce que les Sénégalais mangent et portent, tu l'importes. Il y a l'argent qui sort de ce pays. Quand tu es dans une stratégie comme ça, où tout dépend des infrastructures, tu as 3 sorties de capitaux. Il y a le déficit commercial, des milliards qui sortent. Il y a le service de la dette, des milliards qui sortent. Et il y a les transferts de revenus, des milliards qui sortent. Comment ce pays-là va se faire, va s'acheter? À côté de ça, il n'y a aucune grande entreprise dans ce pays. On n'a pas une entreprise capable de, comme à l'époque, les ICS faisaient travailler combien de PME? À l'époque, la SAR faisait travailler combien de PME? Aujourd'hui, on n'a plus ça. Il n'y a qu'un champion qu'on a, c'est la Sonatel. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, la Sonatel ne recrute plus. Quand tu vas à ESMT, c'est là-bas où on forme les étudiants en télécom. J'ai vu un responsable là-bas. Il me disait que la Sonatel venait ici prendre 200 personnes par année. Aujourd'hui, on ne prend plus. La Sonatel fait de la restructuration pour essayer de voir comment on peut faire de l'argent et diminuer les emplois. Ils sont tout le temps en grève. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a un taux de transfert de revenus. Le problème de ce pays, ce sont les transferts de revenus. On l'a dit. Pourquoi? Parce que quand dans un pays, tout est construit par des entreprises étrangères, mais ça s'achète, il y a tellement de transferts qui sortent. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pour émerger, pour créer des emplois, c'est l'entreprise qui est le moteur de la transformation. C'est l'entreprise qui est le moteur vraiment de la création d'emplois. L'État ne peut pas créer d'emplois. Un État ne peut pas créer d'emplois. Tout ce que vous voyez là, sur les initiatives politiques de l'État pour créer des emplois, c'est du court terme. Ça va disparaître. Il faut des entreprises viables. Il faut de grosses entreprises qui vont faire travailler des PME. C'est ça la stratégie pour créer de l'emploi. Moi, je l'ai toujours dit. Comme le président Macky Sall dit, émergence infrastructure, il faut, nous on dit émergence et champions nationaux. C'est comme ça que tu peux créer des emplois. Sinon, le chômage va continuer. Ouais. Vous avez parlé tantôt du potentiel sur le plan agricole, surtout avec la chaîne de valeur qui est autour de l'agriculture. Mais ce qu'on constate au Sénégal, c'est que la plupart des produits consommés viennent de l'extérieur. On a l'impression que les emplois sont exportés. Par exemple, vous voyez besoin d'un cure-dent, il vient de la Chine, le cure-dent. 6000 km, un cure-dent. On ne peut pas le faire dans ce pays. Alors, vous avez raison. Et je vais nuancer un peu le point de vue de mon co-débatteur. Il a raison sur les entreprises, il a raison sur la nécessité d'avoir des champions, mais sur les infrastructures, je pense que c'est fondamental.
On ne peut pas, par exemple, développer l'agriculture sans route. des marchés. Et pour des marchés, même les marchés internes, il faut des infrastructures, il faut des routes, il faut régler la question de l'énergie. Il faut le train, surtout. Il faut l'énergie, il faut l'eau. Tout ça, c'est des infrastructures. Or, on a fait quand même des pas dans le cadre des routes, on a fait des pas dans le cadre de l'énergie, on a fait des pas dans le cadre de l'eau. Et même du point de vue de l'équité par rapport au monde rural, aujourd'hui, l'accès à l'eau, à l'électricité s'est amélioré. Donc, ça, c'est quelque chose. Par contre, là où je le rejoins, c'est que si on ne fait pas la transformation de l'économie, si on n'a pas d'entreprises qui localement sont porteuses de ces changements, ça ne va pas aller. Par exemple, on a choisi le modèle Exim Bank pour financer nos infrastructures. Or, le modèle Exim Bank, c'est l'étranger qui vient financer, mais qui vient avec ses entreprises. Oui, les Ce Chinois. qui fait que, oui, c'est les Chinois, ce sont les Indiens, etc., ce sont les Turcs, etc., qui viennent et qui, effectivement, réalisent les... Qu'est-ce qui explique ce choix de ce modèle? Est-ce que c'est dû au fait qu'en interne, il y a de l'incompétence? Ou bien les Sénégalais ne peuvent pas faire le travail? Pourquoi on décide d'aller emprunter de l'argent? Ou bien c'est les conditionnalités de ces banques-là qui font ça? Non, je pense que face au fait qu'il est difficile d'avoir de l'argent de la Banque mondiale, du FMI, etc., du fait de leur conditionnalité, du fait aussi des lenteurs, un autre modèle, c'est d'aller vers Exim Bank. C'est-à-dire que si vous allez vers la Chine, ils vont vous dire oui, on peut vous appuyer, mais c'est Exim Bank qui va financer. Et Exim Bank, une des exigences, c'est que vous vous liez directement à leur secteur privé qui vient réaliser. Là où on devait avoir plus de poids, c'est de négocier un joint venture, de sorte que les entreprises étrangères qui arrivent travaillent étroitement avec nos champions nationaux. Un transfert de technologie. Pour un transfert de technologie, pour que aussi plus tard qu'on puisse former les gens, etc. C'est là où, par exemple, toutes les autoroutes qu'on a réalisées auraient pu être réalisées par nos champions qui sont là. Mais pour la plupart, ce sont des Chinois qui l'ont réalisé, qui sont beaucoup plus rapides aussi dans la mise en œuvre, mais ça s'explique par le mode de financement. Et c'est là où il y a des insuffisances liées aux contraintes aussi d'accès au hockey. Et ces questions ne sont pas posées au dialogue national. Ce sont des questions fondamentales qui n'ont pas été posées, qu'on n'a pas vues. Bon, ça n'a pas été posé au dialogue politique. Peut-être que ça a été posé au dialogue au niveau de la commission économique. Certainement, comme il y a le secteur privé présent là-bas, le secteur privé national, et certainement ils ont posé cette question. Mais c'est une question fondamentale qui doit être discutée. Et la transformation de notre économie passe par cela, passe par le fait que nos entreprises puissent prendre en charge la destinée de notre économie. Et cela ne peut se faire que si dans tous les secteurs clés, ces entreprises sont au devant, que ce soit dans le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, ce sont les multinationales qui sont là, mais il faut travailler à ce que le contenu local, il y a eu des efforts qui ont été faits dans ça. Dans le domaine de l'agriculture, il est encore possible de transformer notre économie en transformant nos produits alimentaires par nous-mêmes et en réduisant notre dépendance par rapport à l'extérieur pour nous nourrir. Parce qu'il y a beaucoup d'importations on parle de 600 milliards de francs CFA pratiquement de produits alimentaires qui sont importés du Sénégal. C'est comme extraordinaire ça. C'est important. La souveraineté économique, elle dépend souvent de la souveraineté alimentaire. Je donne un seul exemple. Au Sénégal, nous mangeons du riz, de l'huile, du pain. Je donne ces trois éléments. Aujourd'hui, tout ça, nous l'importons. À l'époque, on avait un champion qu'on appelait la Sonacos. Le pain qui pousse nos chefs d'État d'aller jusqu'en Ukraine pour négocier. Le blé. Parce que c'est à partir du blé, alors que le blé, ça peut se produire ici. Je donne seulement le cas de l'arachide. L'arachide, c'était 2 millions de paysans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec l'arachide? Avant, la Sonacos faisait des savons, faisait tout. Et la Sonacos faisait vivre le monde rural. Parce qu'il y avait à Kaola, l'Indiane, il y avait à Ziguinchor, il y avait à Diourbel. Le monde rural vivait à partir de la Sonacos et à partir de la valorisation. Parce que l'arachide, c'est une valorisation très importante. C'est quoi? C'est l'huile. Ce sont les aliments pour les animaux. C'est le savon. Mais combien de produits peut-on faire avec l'arachide? Aujourd'hui, tout ça est mort au niveau de la Sonacos. Aujourd'hui, la Sonacos, qui faisait 300 000 tonnes, ne fait que 25 000 tonnes. Qui a tué la Sonacos? Moi, je me rappelle, en 2012, la Sonacos faisait des chiffres d'affaires qui tournaient autour de 200 et quelques milliards. Aujourd'hui, on en a à combien?
Dans mon livre Les limites du PSE, je parle de la Sonacos. Depuis des années, le chiffre d'affaires, je n'ai analysé pourquoi ça s'est passé comme ça. La Sonacos, c'est un exemple parce que le monde rural vivait de la Sonacos. Maintenant, je vais venir sur autre chose. Les infrastructures, c'est le soubassement d'une économie. Aucune économie ne se fait développer sans des infrastructures. L'Allemagne, c'est le moteur de l'Europe. Quand vous allez en Allemagne, il y a une politique infrastructurelle. Il y a ce qu'on appelle le code des infrastructures. On ne construit pas une infrastructure n'importe comment. Au Sénégal, nous construisons comme nous voulons les infrastructures. Le système Exim Bank tue l'économie sénégalaise. Ça, on le sait. Avec tout ce qui sort, on le sait. Une infrastructure, il faut savoir le construire. Le président Wade avait essayé avec le code des infrastructures à l'époque, mais ça n'a pas marché. Il faut avoir un courage politique pour dire que moi, c'est comme ça que je construis mon infrastructure. Il est à 100%. Les Sénégalais vont prendre tel, l'étranger va prendre tel, comment ça va être le financement. Tout ça, c'est important. Il faut un code. Sinon, si tu ne fais pas attention, tu vas appauvrir ton économie. 1, tes entreprises ne vont pas profiter des infrastructures. 2, il y aura beaucoup de sorties de capitaux. Les infrastructures font sortir des capitaux. Je donne l'exemple du TR, c'est 40 milliards par jour. On est sur 1000 milliards. On met tout, on est à 40 milliards par jour. Aujourd'hui, l'État, à l'époque, on disait qu'il n'y a pas de volet économique. Ils disaient d'accord, mais aujourd'hui, ils savent que c'est du social. Pourquoi? Parce que quand on dit que le billet de Dakar à Bargny, ça coûte 1500, l'État dit non, mettez 1000 francs, moi je subventionne. Aujourd'hui, l'État subventionne la terre. Des milliards de contribuables sont mis dans la terre. Bien vrai qu'ils disent que maintenant, c'est un projet social, on ne parle plus d'économie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'a pas beaucoup travaillé sur le projet. On n'a pas beaucoup travaillé sur Ilatif, Touba. On a mis 500 milliards. On a mis des... Comment ça s'appelle encore? Un péage. Les Chinois peuvent prendre du thé là-bas. De temps en temps, ils ne voient personne. Donc, il faut savoir construire une infrastructure. C'est le problème du Sénégal. On dirait qu'on est dans la logique du mandat pour construire des infrastructures. C'est ça le plus gros problème. Il faut le savoir. La Banque mondiale l'avait dit. Mais à l'époque, j'avais assisté à une réunion de la Banque mondiale sur les infrastructures. La Banque mondiale a validé le BRT, mais il n'avait pas validé le LTR. Aujourd'hui, au niveau de la réunion de Paris, là, quand ils sont partis à Paris, à l'époque, David Malpass était le président de la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale avait attaqué la BAD, avait attaqué le docteur Adesina sur l'argent qu'il utilise pour construire des infrastructures en Afrique. Adesina a failli sauter durant le dernier congrès de la BAD. Tout ça, on va y revenir après. Parce qu'il faut savoir construire une infrastructure. L'infrastructure, c'est le soubassement du développement. On ne peut pas se développer sans infrastructure. Route, pont et centre électrique, c'est important. Mais il faut savoir le construire. Pour un pays pauvre, il faut savoir construire. Sinon, tu vas appauvrir ton pays. C'est important. Pour moi, le problème du Sénégal, c'est un problème d'emploi. En France, le président, pour aller à un deuxième mandat, il va à Pôle emploi, il regarde la courbe du chômage. Hollande l'avait dit, si la courbe se relève, je ne serai pas candidat. La courbe s'est relevée, il n'a pas été candidat. Le président actuel, Macron, quand il a démissionné, il a attendu que la courbe chute pour démissionner. Pour avoir une bonne image, il est revenu prendre le pouvoir. C'est important, la courbe du mandat. Le président américain Donald Trump a failli avoir un deuxième mandat parce qu'il avait réussi à mettre le chômage à 4%. Si ce n'était pas la Covid, il allait avoir un deuxième mandat. La bataille, c'est la bataille de l'emploi. Pour tuer le chômage, pour tuer la pauvreté, pour tuer les inégalités. Aujourd'hui, on n'a pas une politique d'emploi au Sénégal parce qu'on n'a pas une politique de l'entreprise dans ce pays. Le secteur privé le dit tout le temps. Nos États n'ont pas une politique d'entreprise. Eux, ils sont sur ce qui est visible, sur l'infrastructure. Le président Marcel Mac l'avait dit, quand la première grande infrastructure que le président Macky Sall avait inauguré, ce sont les sphères ministérielles qui avaient été conçues par Mehdi Natal. Il avait dit une phrase, il avait dit « Mon action et mon bilan se conjuguent au présent, à la vue et au toucher. » C'est-à-dire que mon bilan, tu le regardes et tu le cailles. C'est-à-dire qu'il est dans la visibilité. Alors que quand on est dans la visibilité, la plupart du temps, on est dans l'erreur. Parce que ce qui est visible est différent de ce qu'on ne voit pas. C'est important. Absolument. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Dr Ibrahim Athie, économiste et chercheur, émérite à l'IPAR, et Elhadji Mansour Samb, qui est économiste et écrivain. Le deuxième point de notre débat, l'économie est très intéressante parce que c'est elle qui tient à tout, c'est elle qui fait fonctionner le monde, parce que c'est le transversal. La plainte de Juan Branco, avocat de Sonko, à la CPI contre les autorités sénégalaises pour crimes contre l'humanité. Ça a créé beaucoup de polémiques.
Il y a eu des répliques aussi de Aïssata Tall Sall sur France 24 en disant que c'est ridicule parce que la saisine de la CPI ne se fait pas comme l'a fait Juan Branco en déposant des plaintes. C'est soit l'État qui dépose plainte, soit c'est le procureur, ou soit c'est les Nations Unies qui déposent plainte. Comment on peut analyser tout ça? On peut l'analyser sous l'angle d'une exportation de problèmes internes. Il y a deux camps qui s'affrontent à l'interne, qui ont des difficultés et qui essaient de voir s'ils peuvent avoir plus d'influence à l'extérieur pour influer sur le cours des choses. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si vous vous rappelez, lorsque le président Abdoulaye Wade était là, il y a eu des immigrés en France qui ont essayé de l'attaquer. Je me rappelle bien, le président Abdou Diouf aux États-Unis, on lui a décerné un statut de docteur honoris causa et des Sénégalais sont allés manifester, etc. Donc ça, c'est habituel. Mais je pense qu'au-delà des agissements de Juan Branco, je ne suis pas expert dans ce domaine, donc je ne sais pas si ça va aboutir ou non. Mais au-delà de ça, la question fondamentale, c'est pourquoi on en est arrivé là. Et comment faire pour que ceux qui sont morts et la destruction des biens, que ce soit public ou privé, qu'on puisse avoir une enquête indépendante, constitue les responsabilités et s'il y a des coupables qui soient punis. Je crois que c'est ça la question fondamentale. N'oublions pas qu'il y a eu des morts, et un mort de trop. Absolument. Donc, essayons d'avoir au niveau du Sénégal une enquête indépendante qui permet de situer les responsabilités. Des deux camps, on essaie de tirer la couverture. Certains accusent les forces de l'ordre, d'autres accusent des nervis, etc. Tout cela, il faut éclairer les Sénégalais sur les responsabilités. Et il faut qu'on n'ait pas d'impunité. Ceux qui sont coupables de ce qui s'est passé, parce que quelque chose s'est passé. Il y a eu des morts, donc quelque chose qui est passé. On a détruit aussi des biens publics, on a détruit des biens privés, de gens qui n'avaient rien à voir avec la situation politique que nous vivons. Donc, au-delà de toutes les gesticulations, je crois que ce qu'on doit exiger en tant que citoyen, c'est qu'il y ait une enquête indépendante, que tous ceux qui sont accusés, qu'il y ait une enquête autour de ça et que la vérité puisse être là. Maintenant, une fois que la justice s'en saisit et délibère, on peut trouver toutes les solutions après. Mais il faut que l'impunité soit combattue. Oui. Est-ce que cette question de violence et d'impunité, on a l'impression qu'elle n'est pas nouvelle? Depuis Senghor, il y a une ancienne vidéo qui circule dans les réseaux sociaux qui parle de Senghor. En bas Senghor, il y a 40 morts. Après, il y a eu tout ce chéri. On a l'impression qu'en politique, on tue les gens, il n'y a jamais de procès. En politique, les gens ne sont jamais jugés. On trouve toujours des solutions politiciennes pour effacer, pour oublier ceux qui ont été tués. Et ça, c'est extraordinaire. Hein? Parce que dans cette vidéo dont vous parlez, Senghor a dit une chose, le président Senghor a dit une chose. Il a dit qu'il y avait dans les manifestants, il y avait des manifestants qui tiraient, c'est pourquoi la police a riposté. Aujourd'hui aussi, on nous sort la même chose, des manifestants qui tirent. Il faut savoir une chose, ce que M. Branco a fait, il se peut qu'il y ait des conséquences. Parce qu'en mars 2000, la CPI, il n'agit que quand l'État compétent est incapable d'agir. La CPI, c'est ça. S'il n'y a pas des enquêtes en interne. C'est une cour pénale internationale qui est compétent sur crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide et crimes d'agression. Aujourd'hui, il y a des crimes d'agression au Sénégal. Il n'y a pas de crimes de guerre au Sénégal. Il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de crime de... Mais il y a des crimes d'agression sur des personnes. En mars 2021, il y a eu combien de morts? 12 morts. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'enquête. C'est un problème. Maintenant, Juan, il dit, en mars 2021, il n'y avait pas d'enquête. Ils n'ont rien fait. Aujourd'hui aussi, il n'y aura pas d'enquête. Donc, il dit que la CPI est compétente. Et il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le procureur de la CPI. Le procureur de la CPI est indépendant de la CPI. Il a un bureau. C'est un organe qui est indépendant de la CPI. Quand tu le saisis, il va voir si la CPI est compétente pour faire des enquêtes et des arrestations. Aujourd'hui, le dossier est avec le procureur de la CPI. Maintenant, il va voir si la CPI est compétente ou non, s'il va transmettre ou non. Et il va travailler à partir d'un dossier qu'on lui a donné
Juan lui a donné un dossier avec des photos, des vidéos et 30 morts détaillés. Ce qui est grave, l'erreur que l'État a fait, c'est qu'en mars 2021, jusqu'à présent, il n'y a pas d'enquête sur les morts, sur les gens qui étaient morts. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête. Et Juan dit qu'il n'y aura pas d'enquête sur le second, donc la CPI doit être compétente. Aujourd'hui, tout le monde attend. La réponse de la CPI, c'est ça? Pas de la CPI, la réponse du procureur. Le procureur, oui. La CPI est différente du procureur. On donne au procureur, la CPI regarde, et le procureur regarde et transmet à la CPI. Maintenant, les dossiers sont avec le procureur. Le procureur va regarder, peut-être il va dire, mais en mars 2021, il y avait des morts, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien fait. Cette année, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien fait. Est-ce que le procureur ne peut pas transmettre à la CPI? Ça, personne ne sait. Mais en tout cas, il a reçu un dossier. Il n'y a pas que la CPI, il y a aussi des citoyens sénégalais qui vivent au Canada, qui ont saisi aussi le Premier ministre canadien. C'est ça. Pour qu'il y ait une enquête aussi sur cette affaire-là. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est faire pression au niveau international par rapport à ce que ces personnes ressentent. Il y a quand même des questions que nous devons nous poser à l'interne. Est-ce que nous ne devons pas avoir à l'interne des mécanismes qui nous permettent d'exiger que les gens soient jugés? Comment les faire? Parce qu'en mars 2021, le pouvoir avait annoncé une enquête. Merci Kaba est venu devant les Sénégalais en disant qu'il y a une commission d'enquête indépendante qui sera mise en place. On attend toujours. Alassane, ma conviction c'est que tout ce qui a changé dans ce pays, dans le bon sens, ça a été sous la forme d'un rapport de force. Et un rapport de force interne, pas externe. Je n'ai pas souvenance d'avancées que nous avons eues avec un rapport de force externe. Est-ce qu'il y a toujours ce rapport de force interne? Voilà. C'est cela qu'il faut se poser. Il y a eu des changements. Avant, les réseaux sociaux n'avaient pas cette envergure. La diaspora sénégalaise, elle était influente, mais elle n'avait pas cette influence du fait des réseaux sociaux. Le monde n'était pas aussi unipolaire, de sorte que oui, il y a eu des changements. Mais l'essentiel des avancées dans ce Sénégal-là, à ce que je me rappelle, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, on a traversé beaucoup de crises, y compris à des moments où on a même tué un président de conseil constitutionnel, un vice-président. Il y a eu des crises très graves, mais malgré tout, on a trouvé des ressorts internes pour trouver des solutions à cela, y compris par le biais de notre société civile et notre société civile religieuse. Et je ne désespère pas qu'à l'interne, que nous pourrons trouver des solutions pour que l'impunité ne soit pas de mise, pour que les gens ceux qui sont coupables soient jugés, que les responsabilités soient situées. Mais je ne pense pas que ça vienne de l'extérieur. Ça, c'est une intime conviction. Oui. Mais est-ce qu'on peut trouver aussi des solutions pour le Sénégal en parlant de ce qui s'est passé à Paris, le sommet de Paris, où ils ont parlé sur l'environnement, pour un pacte financier, pour une clause climat. Mais il n'y a pas eu de taxe internationale qui a été réclamée un peu partout. On a l'impression que le sommet de Paris aussi, c'est des décisions qui ont été prises comme ça pour amadouiller les choses et laisser les choses partir. En fait, la question de fond que beaucoup de gens se posent, c'est qu'on veut empêcher aux pays qui ont des gaz et du pétrole de les exploiter pour parler de l'environnement, alors que les pays européens ont déjà pollué assez la terre. Pour revenir sur le problème de la taxe, aujourd'hui, au niveau de la pollution, c'est-à-dire les pays sous-développés sont à moins de 5%. Tout le monde sait que ce qui pollue le plus, c'est la Chine, sont les États-Unis. C'est-à-dire les pays les plus développés qui font beaucoup de production, c'est eux qui polluent. Aujourd'hui, si on fait une taxe sur la pollution pour financer l'Afrique ou pour financer certains pays, ça c'est plus de 1000 milliards de dollars. Mais les gens, ils savent que les Américains ne vont pas accepter cette taxe. Le président Macron a invité le monde à venir à Paris pour un nouveau pacte financier. Et ce nouveau pacte, c'est quoi? C'est qu'ils vont mettre en place 100 milliards de dollars pour essayer d'aider les pays sous-développés. Pourquoi? Parce qu'ils sont endettés. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques, c'est ça qui peut causer un obstacle au développement, alors que ces pays ont besoin d'argent et ils sont endettés. Quelle est la grande décision qui a été prise à Paris? C'est que maintenant, les DTS des pays développés, les droits de tirage spéciaux, vont être orientés au niveau des banques de développement. Comme la BAD. Exemple, on a choisi en Afrique la BAD pour orienter là-bas les DTS. Et l'accord a été 100 milliards par année.
Maintenant, les pays africains, donc c'est peu. C'est peu pour les pays africains par rapport à ce qui a été sorti. Maintenant, il y a une question dont toute personne ne veut parler, c'est la taxe carbone. La taxe carbone peut sortir plus de 500 milliards de dollars. Mais les gens n'en parlent pas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que tous les pays développés vont essayer d'orienter le DTS vers un fonds qui sera logé à la BAD et qui va financer les pays africains. Pourquoi? Parce que les pays africains, aujourd'hui, ils sont endettés. Avec les changements climatiques, ça va être encore plus grave. Maintenant, il faut les aider. Quand le sommet a été déjà, on a déjà tiré les conclusions et tout, mais il faut savoir une chose, Alassane, il faut arrêter une chose. Moi, je préfère que quand on doit discuter sur le problème de l'Afrique, qu'on le fait en Afrique. Ce sommet pouvait être organisé à Nairobi, à Abidjan, à Dakar ou à Abuja. À chaque fois qu'on parle des problèmes de l'Afrique, c'est une initiative occidentale. C'est Macron qui dit, oh, les pays africains, venez à Paris, on va vous trouver des solutions. Il faut commencer par arrêter ça. Quand on doit trouver des solutions pour les pays africains, que ça se fasse en Afrique, que les gens viennent en Afrique pour réfléchir et trouver des solutions. Depuis des années et des années, on nous convoque pour trouver des solutions pour nous. Et ça ne marche jamais. Combien de fois des fonds ont été mobilisés? Personne n'a vu ces fonds. La CAP 21, on avait promis combien? Personne n'a vu ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ces fonds ont fait? Personne n'en va. Dans le budget du Sénégal, on ne voit rien du tout. Aujourd'hui, on nous dit encore, on va mettre encore 100 milliards parce que vous êtes trop endettés et on va essayer de trouver des solutions. Mais qu'est-ce qui a endetté ce pays? Si on va au Sénégal, le profil de la dette, qui endette ce pays? Il faut savoir ça. La dette, c'est quoi? Nous empruntons beaucoup d'argent pour construire beaucoup d'infrastructures. Qui construit ces infrastructures? Ce sont les pays, les entreprises des pays étrangers qui vont encore rapatrier l'argent. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit à Paris? On va essayer, exemple, vous au Sénégal, le président Macky Sall est sorti avec il parlait 2,5 milliards de promesses. On a dit, bon, maintenant vous avez du gaz, on va essayer de diminuer vos dépendances aux ressources fossiles. Tout ça, c'est de la technologie. Qui va venir gagner ces marchés? Qui va venir exécuter ces projets? C'est quelle entreprise sénégalaise qui est capable de faire ça? On nous donne 2,5 milliards pour que des entreprises étrangères viennent encore nous mettre en place cette technologie. C'est ce qui pose problème. À chaque fois qu'on amène l'argent, cet argent est accompagné par des financements qui vont être exécutés. Quelle entreprise sénégalaise est capable d'exécuter tous ces marchés? C'est ça le grand problème. Il faut de l'inclusion. Ça veut dire que quand on discute sur l'Afrique, quand on trouve des solutions pour l'Afrique, qu'on le fasse en Afrique. Et là, c'est très symbolique. Mais qu'on arrête de nous convoquer en Occident pour nous trouver des solutions, c'est ça qui n'est pas vraiment normal. C'est ça qui n'est pas juste vraiment pour développer ce pays. Oui, le Sénégal a pu avoir plus de 1600 milliards de francs CFA pour un peu amener son taux de l'énergie renouvelable à 40%. Le gaz, on a surtout parlé du gaz. On voit que récemment, l'Allemagne vient de signer un contrat pour la fourniture de gaz avec les États-Unis, compte tenu de la situation en Europe, avec Poutine qui a fermé les vannes. On a vu aujourd'hui au Sénégal le défilé des présidents allemands, du premier ministre allemand, des chanceliers qui sont venus, des occidentaux qui viennent, parce qu'il y a le gaz sénégalais qui est en jeu. Est-ce que ces réunions en Europe, ce n'est pas une façon encore d'endormir les pays africains par rapport à l'essentialité de notre développement? Alassane, vous avez raison, mais je voulais juste revenir d'abord sur le fait que ce sommet n'était pas prévu dans le calendrier international. C'était un sommet qui fait suite à la COP27 en Égypte, où le président Macron a invité non pas l'Afrique, mais la finance mondiale. La finance mondiale, y compris le Brésil, l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Des pays qui étaient plus victimes du changement climatique. Comme M. Samb l'a dit, effectivement, nos pays sont victimes et ne sont pas ceux qui polluent le plus. Malheureusement, même au sortir de la COP21, il y avait des promesses de 100 milliards par année qui n'ont pas été tenues. Apparemment, ça va se tenir cette année. Donc, ça n'a pas été tenu. Et la finance internationale, elle est organisée de sorte que c'est défavorable à nos pays. Ça il faut le reconnaître. Maintenant, par rapport au Sénégal, je pense que le Sénégal et deux autres pays, les Zambie et Rwanda, ont été les seuls l'Afrique du Sud, oui, à avoir pu bénéficier de retombées de ce sommet-là, de manière concrète.
Parce qu'il y a eu d'autres décisions, notamment le fait qu'on reconnaisse que oui, en cas de catastrophe maintenant, on peut arrêter le service de la dette. Ça c'était porté par la Barbade et il y a un consensus autour de cela. Mais pour le cas du Sénégal, le Sénégal avait souhaité disposer de ressources pour sa transition énergétique. Il faut le comprendre dans le contexte mondial. Le contexte mondial, avec les ODD, on veut transitionner vers les énergies propres. Donc quitter les énergies fossiles et aller vers les énergies. Il y a eu un consensus fort autour de ça. C'est à cause de Covid et de la guerre de l'Ukraine que les pays occidentaux ont un peu reculé sur cette question-là, mais ils voulaient pousser totalement. Et le Sénégal a toujours voulu se battre pour que le gaz ne soit pas considéré comme une énergie non fossile, non propre. C'est une énergie fossile, mais considérée comme propre. Et la stratégie du Sénégal, c'était de s'appuyer sur le gaz pour transformer son économie. Et aussi d'avoir un mix énergétique où le renouvelable, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous regardez bien les progrès, il y a eu des progrès réels. On est à 31% d'énergie renouvelable, ce qui pratiquement fait partie des champions dans le monde dans ce cadre-là. Maintenant, l'accord qui a été obtenu au niveau de Paris, c'est de permettre au Sénégal d'aller jusqu'à 40% d'énergie renouvelable avec ce financement-là. Je crois que du point de vue du long terme, c'est une bonne option d'aller vers l'énergie propre. C'est une bonne option si on le fait de manière intelligente en mettant l'accent sur le gaz. Pourquoi c'est une bonne option? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le futur. Si dans le futur, avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, on arrive à ce que le monde s'accorde pour aller vers la décarbonisation totale, donc l'abandon des énergies fossiles, nous allons avoir des problèmes avec notre gaz. Alors quand on investit dans des systèmes comme ça, c'est un investissement de long terme. Donc, il y a beaucoup de technologies qui sont maîtrisées par l'Occident. Par exemple, les véhicules électriques, etc. Si nous ne sommes pas dans cette perspective-là, nous pouvons prendre beaucoup de risques. C'est pourquoi je pense que c'est une bonne stratégie d'avoir ce mix, de mettre le focus sur le gaz, mais aussi de développer de l'énergie propre, de développer l'énergie renouvelable qui est le solaire, l'éolien, etc. Et d'aller dans le sens aussi de maîtriser la technologie. Parce que les recherches continuent sur les énergies renouvelables. Les technologies sont encore beaucoup plus améliorées. Si vous prenez le solaire, il y a seulement une vingtaine d'années, c'était très coûteux. Aujourd'hui, les prix ont baissé parce que... Et l'hydrogène aussi. Voilà, exactement. Donc, il y a énormément d'améliorations qui sont en cours, d'innovation. Il faut que le Sénégal soit dans ces innovations, que nos chercheurs soient là-dedans, que nos universités soient là-dedans, pour que l'économie de demain, que le Sénégal ne soit pas en rade. Maintenant, le dernier point, c'est que du point de vue du pacte financier international, je suis d'accord avec lui, ce qu'on doit faire, c'est avoir une réflexion autonome à l'Afrique, travailler en Afrique pour avoir des solutions qui sont basées sur nos ressources, qui sont basées sur le partenariat africain, qui sont basées sur les échanges en Afrique. Ouais. Dans le même temps, aux États-Unis, on continue quand même à faire du charbon. En Chine, on fait du charbon, on continue à polluer. Et on dit aux pays africains, écoutez, essayez d'un peu de diminuer votre pollution, même si vous n'êtes pas des pollueurs. Mais aujourd'hui, en Asie, le pays le plus dynamique, c'est un pays avec une économie carbonisée. C'est-à-dire c'est l'Inde. L'Inde ne peut pas vivre sans ses centrales de charbon. L'Inde, aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus dynamiques d'Asie. L'Inde ne participe même pas souvent à ces sommets parce que l'Inde l'Inde, c'est 1 milliard et quelques d'habitants. Et l'Inde produit à partir de son charbon. La Chine est à combien? 45%. Les États-Unis sont dans le charbon jusqu'à présent. Il faut savoir que chaque pays gère ses intérêts. Ici, chaque pays gère ses intérêts. Moi, je crois à une chose. Je crois que mais les changements climatiques, quand même, sont là. On les vit. On les vit à Gendar, on les vit à Rufisque, on les vit avec la chaleur. Aujourd'hui à Dakar, la nuit de soir, les gens suffoquent. Pratiquement, il fait extrêmement chaud. Le grand problème, on sait ce qui pollue ce monde, on le sait. Mais comme que ceux qui polluent ce monde, ils sont dans une dynamique de tuer le chômage. Aujourd'hui, tout le monde, en France, aux États-Unis et partout, il y a un problème de chômage, surtout en France. Maintenant, produire plus, c'est tuer le chômage. Produire plus aussi, c'est polluer plus.
Il faut savoir que aussi produire plus, c'est créer des emplois. Donc c'est ça le problème de l'Europe instant. En ce moment, est-ce qu'on doit arrêter de produire pour tuer le chômage? Est-ce qu'on doit arrêter de produire pour limiter vraiment les changements climatiques? Aujourd'hui, qui souffrent le plus du changement climatique sont les pays africains avec le désert. Ce sont des pays qui sont en Asie avec les inondations et tout. Tout ça c'est important. Moi je crois à une chose. Le jour où on aura un président qui pensera local content, le Sénégal va changer. Pour moi, aujourd'hui, au niveau des hydrocarbures et au niveau du renouvelable, il faut du local content parce que c'est le futur du Sénégal. Aujourd'hui, il y a des milliards qui sont prévus pour le renouvelable. Le renouvelable, c'est quoi? Ce sont tous ces champs photovoltaïques, ces champs de panneaux solaires que vous voyez partout à l'intérieur du pays. Le renouvelable, c'est quoi? Ce sont tous ces champs où des gens ont mis en place des équipements pour capter le solaire. Mais Alassane, quand vous voyez toutes ces entreprises que vous voyez là, ça dit les Sénégalais n'ont rien à voir avec ces entreprises. Ce sont des gens qui viennent s'installer, toutes des entreprises européennes, c'est une énergie, FH énergie, tout ça, ils ont mis partout des champs solaires. Maintenant, pourquoi on ne doit pas penser à un local content au niveau des hydrocarbures? C'est vrai, ils sont en train de mettre en place ça. Mais au niveau des renouvelables, il faut qu'on mette en place des lois, qu'on mette en place des procédures pour vraiment que les Sénégalais participent à ces changements qui vont venir, ces changements inéluctables. Il faut que nous participons à ça. Ces changements qui vont donner des milliards pour notre économie. Il faut arrêter de laisser l'économie, le jeu économique vraiment au secteur privé étranger. Sinon, ce sont les mêmes problèmes qui vont revenir. Le chômage va revenir encore. Voilà, le temps que vous avez parti est terminé. Hein. Je suis désolé. Merci à Dr Ibrahim Hatch, économiste, chercheur et média IPAR, spécialiste de développement, chaîne de valeur, expert en politique agricole et alimentaire, membre du groupe indépendant des scientifiques chargés de rédiger le rapport mondial sur le développement durable 2023, auteur de nombreux articles sur les questions liées à l'agriculture, à l'impact du changement climatique, à l'emploi des jeunes et aux objectifs de développement durable, ODD. Merci aussi à Elhadji Momar Samb, qui est économiste, qui a écrit un livre sur les limites du plan Sénégal émergent, et ensuite aussi écrivain. La technique Biran Cissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.